Bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue à Jean-Marc Roy qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Je suis Denis Florin, je suis le président du groupe Alumni Énergie, Infrastructure et Mobilité. Merci de nous rejoindre cet après-midi pour ce qui est notre troisième webconférence de notre cycle qui vise à mieux évaluer les impacts de la crise sur l'énergie, les infrastructures et la mobilité. Nous avons débuté ce cycle avec deux conférences qui ont déjà eu lieu, l'une avec le fondateur de Cityscoot, l'autre avec une dirigeante de la SNCF. Aujourd'hui, nous accueillons Jean-Marc Roy. Nous poursuivrons ce cycle en juin avec deux conférences, l'une le 4 juin à 17h30 avec Marielle Villamot, qui nous parlera des enjeux pour la société Transdev, et le 11 juin avec Bruno Bensasson, qui est directeur exécutif groupe énergie renouvelable chez EDF. Vous trouverez tout le détail de ces conférences, comme d'habitude, sur le site des alumni, dont j'en profite pour saluer le soutien sans faille, et en particulier celui d'Alessandra, qui est parmi nous aux manettes cet après-midi. Je remercie également Audrey Kehen, qui est vice-présidente du bureau du groupe et qui a permis que cette conférence se passe. Donc Jean-Marc, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vous êtes depuis 2018 senior executive en charge des relations externes du groupe Engie. Vous avez une formation d'ingénieur. Vous avez débuté votre carrière chez EDF GDF Services. Vous y avez assuré un grand nombre de postes opérationnels. Vous avez depuis pris un grand nombre de fonctions de direction. Je ne vais pas les mentionner toutes cet après-midi, sinon il nous faudra une grande partie de la conférence. Je dirais simplement que vous avez été directeur adjoint de la direction transport, que vous avez été directeur des grandes infrastructures. En 2009, vous avez été nommé directeur de Storengy, qui est la filiale d'Engie qui se charge du stockage du gaz, et que quelques années plus tard, vous avez été directeur métier chaîne du gaz. Vous êtes également le président du conseil d'administration de GRDF. Que, outre ces fonctions opérationnelles, vous êtes actif dans un grand nombre d'associations professionnelles. Je mentionnerai particulièrement le groupement des infrastructures européennes que vous présidez, le Global Gas Center, l'International Gas Union et l'Observatoire méditerranéen de l'énergie. Vous êtes donc à la croisée de deux thèmes qui nous passionnent, qui sont l'énergie et les infrastructures, et avec une perspective internationale exceptionnelle. Et c'est donc avec plaisir que nous vous donnons la parole avec une première question sur l'impact de la crise du coronavirus. Quels enseignements pour le monde de l'énergie? C'est à vous. Merci beaucoup, Denis. Je suis tout à fait ravi et très honoré d'être avec vous ce soir pour échanger effectivement sur ce sujet qui est d'un intérêt majeur et d'actualité, puisque avant que cette réunion commence, on évoquait les décisions de la présidente de la Commission hier, donc j'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Et d'abord, je voudrais, face à l'audience que je ne vois pas, je voudrais vous souhaiter à tous que cette crise sanitaire vous épargner, et je souhaite aussi pour chacun d'entre vous qu'il en soit de même pour l'avenir. Alors, vous avez rappelé quelques éléments, j'ai sans doute une expérience. J'ai effectivement mon passé à la fois d'électricien, de gazier et de généraliste, mais il se trouve que je suis également né l'année de la grippe asiatique, que j'ai connue, comme tous les gens de ma génération, la grippe de Hong Kong à 12 ans. Donc, ça me donne aussi une certaine expérience pour vous parler de ce qui se passe après une pandémie, spécialement dans le monde de l'énergie. Mais contrairement aux deux premières que j'ai pu mentionner, la pandémie que nous vivons encore aujourd'hui, puisqu'elle n'est pas terminée, je pense qu'elle restera dans l'histoire pour un double choc, totalement inédit pour nos sociétés, et ce, à l'échelle du monde. C'est à la fois un choc sanitaire que l'on vit, mais aussi un choc économique avec une récession globale et bien sûr simultanément, qui est extrêmement rare, une crise à la fois de l'offre et la demande. Il est évident à mes yeux que quand on sortir de la récession va nécessiter des sommes considérables, à la fois au niveau du pays qu'au niveau européen. Hier, la présidente de la Commission, Madame von der Leyen, a annoncé un plan de 1,85 trillion d'euros. Différentes formes, il y a des mesures
budgétaire pluriannuel, 1,1 trilliard d'euros, et également 750 millions d'euros financés par appel au marché, 500 qui seront alloués sous forme de subvention et 250 qui seront financés par emprunt. Tout ça, il faut bien garder en tête que tout ça va s'ajouter aux 540 millions d'euros qui ont déjà été adoptés par le Conseil et au plan d'urgence de 750 millions d'euros de la BCE. Bien sûr, je ne parle même pas des différentes mesures qui ont été prises ou qui vont être prises de chacun des États. Alors, tous ces chiffres, personnellement, me donnent le vertige, mais je voudrais simplement insister sur le fait qu'ils montrent la vigueur quand même de la réponse européenne. Et évidemment, même si l'Europe, et ça a été dit hier aussi par la présidente, va rechercher de nouvelles sources de financement, de nouvelles ressources, tout ceci cumulé va avoir un impact important sur la dette que l'on va laisser aux générations futures. Et la question principale pour moi, c'est est-ce qu'en plus de cette dette financière, il faut qu'on leur laisse une dette carbone dont on sait que potentiellement, les conséquences d'une crise climatique seraient encore plus imprévisibles et dévastatrices que celles que le Covid nous a fait vivre. Évidemment, je ne vous surprendrai pas, je ne le pense pas. Et j'allais dire que si on est un peu optimiste, j'allais dire aussi même un peu pragmatique, avec beaucoup de bon sens, je pense que l'endettement accru peut être un formidable levier pour accélérer la décroissance de notre dette carbone. Alors, les conséquences de cette crise, la question que vous m'avez posée, Denis, les conséquences de cette crise sur le monde de l'énergie, il y en a de multiples. Je vais essayer d'en extraire simplement 3 ce soir. La première, c'est la formidable résilience de l'ensemble de nos systèmes énergétiques européens. Comme je le disais, ils ont subi un choc inattendu et une violence très forte de la demande. Par exemple, en électricité, on a vécu une chute de consommation et on a brutalement eu des consommations qui s'établissaient au niveau d'un jour férié. Avec le seul détail, c'est que ce jour férié a duré 2 mois. Les consommations électriques ont chuté de 10 à 15%. Et bien sûr, avec un poids du renouvelable qui montait, puisque les renouvelables sont prioritaires dans la plupart des pays sur l'accès au réseau, ce qui a généré des questions d'équilibre des systèmes électriques. Et les électriciens européens ont su s'adapter rapidement, avec une rapidité extrêmement impressionnante, sans impact pour le consommateur. On a vécu exactement le même phénomène en gaz, avec un peu moins d'intensité, puisque là, la baisse de consommation était de l'ordre de 6%, ce qui revient à peu près à être rentré en été, je vais dire, le 17 mars. Et là aussi, il n'y a pas eu d'impact sur les clients. Et je pense que c'est l'occasion, cette réunion, de saluer l'action de l'ensemble de nos collègues électriciens qui, partout en Europe, et quelle que soit leur responsabilité, se sont mobilisés en première ligne pour aller dépanner les clients, pour faire les maintenances nécessaires, pour aller s'assurer qu'à la fois le courant et le gaz passaient. Et ils se sont tous mobilisés à la fois pour produire, transporter, distribuer et stocker les énergies dont tous les Européens avaient besoin. Bien entendu, cette crise elle a aussi un impact sur le déroulement des projets, puisque, évidemment, en période de confinement, tous les processus administratifs d'autorisation étaient tout simplement impossibles à conduire. Il n'est pas exclu d'ailleurs qu'on ait des points singuliers dans les courbes d'évolution, notamment des renouvelables électriques, avec une légère baisse en 2009 due au fait que un certain nombre de projets ont été différés. Mais je considère qu'il est donc essentiel que, bien entendu, tous ces projets puissent être relancés au plus vite. Le deuxième enseignement que je voulais tirer de cette crise, c'est une forme, j'allais dire, de remise en question de l'expertise. Alors ça, c'est pas très nouveau, puisqu'il y a une phrase de Churchill que j'aime beaucoup. Alors on prête beaucoup à Churchill, on n'est jamais sûr que c'est tout à fait lui qui l'a dit, mais on lui prête le mot suivant: si vous mettez 2 économistes dans la même pièce, vous aurez 2 avis différents. Il ajoutait:
Et si l'un d'entre eux est M. Keynes, là, vous en aurez 3. J'ai l'impression que c'est ce qu'on a vécu et que ce processus a été extrêmement amplifié et médiatisé. On a vu effectivement tout au long de cette crise sanitaire des experts tout à fait diplômés, honorables, qui venaient partager des convictions bien ancrées qui étaient immédiatement contredites le lendemain par d'autres experts tout aussi diplômés. Et le premier résultat, si je peux dire de façon un peu plaisante, c'est qu'on a maintenant en France 67 millions d'épidémiologistes, chacun avec des idées extrêmement arrêtées sur le sujet. L'autre résultat, peut-être plus sérieusement, c'est que je trouve que ça redonne de la valeur et de la force à la parole politique. Spécialement quand l'enjeu, c'est de dégager une vision et des solutions en univers incertain. Et c'est ce qu'on attend finalement de tous nos décideurs, qu'ils soient français ou européens. Et si j'essaie de transposer ça au monde de l'énergie, cela me conduit en fait à m'interroger sur un certain nombre de visions très assertives de ça, là, sur l'état du monde en 2050, qui repose généralement sur une vision du tout quelque chose. En particulier, si ceux qui développent ces visions sont des spécialistes de tout quelque chose. Montesquieu nous disait que si les triangles faisaient un dieu, il lui donnerait 3 côtés. Donc, je pense qu'avec ce niveau d'incertitude, on parle de 2050, on parle de ce qui va se passer dans 30 ans. On ne connaît pas aujourd'hui les ruptures technologiques, sociétales que l'on va connaître dans la période. Je pense que le bon sens doit aussi là, nous amener à maintenir, notamment pour le bien-être des générations futures, le plus grand nombre d'options de verdissement ouvertes. Électrification, évidemment, batterie, hydrogène, biométhane ou biomasse parmi d'autres. Troisième enseignement, mais c'est presque une tautologie maintenant, c'est l'importance de la maîtrise des chaînes d'approvisionnement. Alors évidemment, dans mon esprit, il ne s'agit pas de vouloir tout relocaliser, ce qui serait simplement irréaliste et impossible. Mais je pense que ça va générer une réflexion dans le monde de l'énergie, ça doit générer une réflexion dans le monde de l'énergie, qui est un secteur éminemment stratégique pour mieux mesurer, piloter et garantir la résilience des systèmes énergétiques à court, moyen et long terme. Comment faire ça? Sans doute par une triple diversification. Il faut une diversification des sources d'énergie, une diversification des sources d'approvisionnement, mais aussi une diversification des routes d'approvisionnement. Et à mes yeux, ça passe également par l'encouragement aux sources de production locales, en valorisant toutes les externalités positives de ces sources de production locales. Et notamment, l'une d'entre elles qui sera, à mon avis, clé et fondamentale pour la cohésion sociale de notre continent et de notre pays, c'est la création d'emplois durables dans les territoires. Donc l'enjeu pour moi, c'est de savoir dépasser aujourd'hui nos visions un peu silotées pour essayer de développer une vision globale. Il y a beaucoup de sujets qu'on appelle secteur coupling, un sujet à la mode aussi européen, et j'aurais plaisir d'y revenir s'il y a des questions là-dessus. Mais je trouve que le mot d'ordre Think Global, Act Local n'a jamais été plus d'actualité qu'aujourd'hui dans le monde de l'énergie. Et c'est, à mon avis, un des enjeux majeurs du Green Deal et de la transition zéro carbone. Si vous me permettez d'ajouter quelque chose, je voudrais moi souligner aussi que la réaction de la Commission européenne face à la situation a été pour moi extrêmement étonnante. Alors, bien sûr, certains se souviennent plutôt des 2 ou 3 premiers jours où il y avait une forme de sidération avec des choses qui pouvaient paraître un peu étonnantes et, les plus mauvaises langues diraient chaotiques. Mais après ça, moi j'ai été personnellement extrêmement surpris de voir la Commission européenne, l'ensemble de ses services, capables de renoncer extrêmement rapidement à 3 dogmes. Le premier, c'est l'orthodoxie budgétaire. On en a eu encore une illustration hier. La deuxième, c'est la libre circulation des biens et des personnes. Et la troisième, ce sont toutes les règles relatives aux aides d'État, dont on sait aussi qu'elles vont faire l'objet d'une révision très prochainement. Et je dirais que ça est révélateur aussi d'un autre enseignement de cette crise.
qu'on a vécu dans le monde de l'énergie, mais que chacun d'entre nous, à titre individuel ou collectif, a pu vivre. Je trouve que nos sociétés ont fait la démonstration d'une capacité collective et individuelle d'adaptation incroyable. Je prends simplement l'exemple d'Engie. En une journée, on a été capable d'assurer le fait que 40 000 collaborateurs allaient faire du télétravail. C'est tout simplement incroyable, hors scope. Et si je me place à titre personnel, je dois vous avouer, Denis, que j'ai personnellement, les 5 premiers jours de la crise, plus appris sur mes capacités digitales, que j'essaye de vous démontrer encore aujourd'hui, que durant les 5 dernières années. Et donc, on a là aussi une opportunité collective extraordinaire. Je pense que c'est un des enjeux du monde de l'énergie au niveau européen aujourd'hui, d'utiliser cette capacité d'adaptation pour accélérer la transition énergétique. Et le Green Deal doit constituer un des éléments fondateurs pour saisir cette opportunité. Qu'est-ce qu'on peut attendre aujourd'hui du Green Deal européen? Ça a été un des chevaux de bataille de la nouvelle Commission avant la crise. Est-ce que c'est quelque chose qui va être en mineur, voire sous le boisseau, parce que l'urgence, c'est un budget européen, c'est un plan de relance? Est-ce que le Green Deal va être incorporé dans ce plan de relance? Qu'est-ce qu'on peut attendre, à quelle échéance et avec quel impact? Le Green Deal est un élément fondateur de la présidence, de la nouvelle présidence de la Commission. Mais peut-être d'abord, on doit préciser ce que c'est que le Green Deal. Oui, ça me paraît. Ce document Green Deal, c'est un document, c'est la stratégie. C'est un document de nature tout à fait stratégique qui vise à développer, à l'échelle de l'Europe bien sûr, une croissance durable, ça c'est un des éléments, tout en visant la neutralité carbone. Et il a l'intérêt, à mes yeux, de reposer sur une vision holistique, globale de l'ensemble des secteurs économiques pour atteindre cette neutralité et dans les secteurs économiques, bien sûr, l'énergie au premier rang. Il faut garder en tête aussi que ce Green Deal, il comporte un certain nombre de domaines d'action qui sont extrêmement complets, des actions législatives. Le Green Deal va nous amener à réviser un certain nombre de directives. Par exemple, dans le domaine de l'énergie, celle sur l'efficacité énergétique, le développement des renouvelables, la fameuse RED II. Il comporte aussi une dimension politique, j'aurais peut-être dû d'ailleurs commencer par ça, qui doit nous permettre de clarifier notre vision sur des secteurs spécifiques. Et on attendait la sortie aujourd'hui déjà d'un certain nombre de documents, le Farm to Fork document et aussi la stratégie pour la biodiversité en 2030. C'est l'exemple même de documents politiques impactants qui vont s'inscrire dans cette dynamique. Le troisième volet, c'est un volet financier, bien sûr. Et le plan de relance, le Green Deal ne s'inscrit pas dans le plan de relance, mais le plan de relance doit s'inscrire dans le Green Deal, avec notamment une révision des principes des aides d'État et tout ce qui a trait au développement de la finance verte. Alors, on a bien sûr toutes les réflexions sur la taxonomie, dont on a beaucoup parlé, continue à parler, parce que ça reste toujours d'actualité, ou ce qu'on appelle le Just Transition Mechanism, qui est un élément aussi de débat important au niveau des États européens. Mais je voudrais aussi souligner que le Green Deal, il doit avoir également, il aura une dimension diplomatique. L'Europe, d'un point de vue climatique, n'est pas une île. Les enjeux du climat sont globaux à l'échelle du monde. Et il faut bien que nous gardions tous en tête que toute action qui resterait purement locale serait globalement vouée à l'échec, même si elle a une valeur d'exemplarité. Un élément important aussi, et ça me permet, grâce à ça, de souligner toutes les avancées obtenues par la commission précédente, notamment par Dominique Ristori, qui était alors directeur de l'énergie. L'énergie, il l'avait souligné dans son intervention, devant les alumni également, c'est un des ciments de l'Union européenne. Et ça, c'est à la commission précédente qu'on le doit. Et cette réussite, comment elle a été obtenue? Elle a été obtenue parce que Dominique avait à cœur de maintenir des grands équilibres entre trois piliers. La durabilité, bien sûr, les aspects environnementaux, sur lesquels il a été un militant constant, mais aussi les questions de sécurité d'approvisionnement et de sécurité, plus globalement,
qui est important pour la dimension sociale, et aussi, et enfin, tout ce qui a trait à la compétitivité, qui est aussi essentiel pour la dimension sociale. Et c'est ce patrimoine-là, on doit, à mon avis, le faire prospérer au travers du Green Deal, avec 3 priorités. En matière de développement, on doit massifier, première priorité, les solutions d'énergie verte. Ça va nous permettre d'aller à la fois plus vite dans leur développement, mais aussi plus loin dans la diminution des coûts. Il n'y a que si on massifie qu'on arrivera à diminuer les coûts, notamment pour les nouvelles technologies telles que le biométhane et l'hydrogène, ou et sans doute aussi un peu pour l'éolien offshore. La deuxième priorité, c'est une formidable opportunité de parier sur les énergies de demain et sur les technologies de demain. Il y a eu, après les 2 conflits mondiaux qu'on a connus au siècle dernier, il y a eu 2 plans de relance. En 1918, le choix avait été fait de reconstruire la France comme avant. Contrairement à ce qui a été fait en 1945, où là, le choix qui avait été fait, sous l'impulsion des dirigeants de l'époque et avec un large consensus, ça a été d'essayer de projeter complètement le pays dans l'avenir. Et nous avons tous en tête les conséquences de ces 2 trajectoires complètement opposées. Et évidemment, c'est cette deuxième trajectoire qu'il faut que nous privilégions. Et enfin, je pense que le Green Deal doit nous permettre de gérer un paradoxe que j'ai déjà un peu abordé. On va avoir demain à concilier à la fois une vision globale des systèmes, qui incluront des modes de production centralisés, comme avant, parce que ceux-là sont nécessaires aux grands équilibres énergétiques. Mais on va avoir en parallèle le développement croissant de solutions énergétiques territoriales par nature décentralisées. On aura demain plus de 50%, certains parlent de 70%, de production électrique qui sera connectée au réseau de distribution. C'est un changement majeur. On aura sans doute demain, et je l'espère de tout mon cœur, en gaz, en 2030, 10% de la production de gaz, la consommation de gaz qui sera connectée au réseau de distribution à travers le biométhane, et sans doute une trentaine de pourcents en 2050. Ce sont des changements extrêmement importants sur notre manière de considérer, développer et gérer les systèmes. Ça se traduit d'ailleurs à l'échelle des impulsions. Quand on regarde un des éléments extrêmement décisifs, je dirais, dans la vie des développements des renouvelables, c'est qu'il y a encore quelques années, ces renouvelables se développaient sous l'impulsion des États, essentiellement d'ailleurs à travers des subventions. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? C'est sous l'impulsion des territoires que les renouvelables se développent. Donc, cette dimension locale, elle est déjà extrêmement forte, extrêmement présente, et j'allais dire extrêmement attendue, à la fois par les décideurs territoriaux, mais aussi par les gens qui vivent ces territoires, qui ont besoin de chaînes courtes, qui ont besoin d'économie circulaire. Alors évidemment, dans tout ça, il y a des précautions à prendre. Première chose, comme j'ai dit, c'est que l'Europe n'est pas une île. Et si l'Europe aujourd'hui se focalise, tout à fait à juste titre, sur les émissions de CO2, il ne faut pas oublier non plus la prise en compte des consommations CO2. Parce qu'il faut qu'on intègre dans nos décisions et dans la compétitivité de nos industries la composante carbone des biens que nous importons ou que nous produisons, de manière à ce que nos industries n'aient pas à faire face à une compétition avec des règles environnementales qui soient extrêmement différentes et donc des coûts qui soient extrêmement différents, ce qui biaiserait totalement la compétition. Ça, c'est un des enjeux aussi de la partie diplomatique du Green Deal. L'autre enjeu, c'est bien sûr d'embarquer tous les pays européens. Et globalement, aujourd'hui, on voit que c'est en bonne voie, puisqu'un certain nombre d'entre eux, encore récemment, se sont plutôt ralliés à la trajectoire 2050, c'est-à-dire la cible de décarbonation. Donc la cible est partagée. L'enjeu aujourd'hui, c'est de laisser de la subsidiarité sur les trajectoires pour parvenir à cette cible. Évidemment, quand vous regardez l'Europe, les points de départ des mix énergétiques ne sont absolument pas les mêmes en Bulgarie, en Allemagne, en France. Certains États, par exemple, dépendent fortement du charbon.
Et ça, c'est aussi un enjeu important, c'est de comprendre et faire accepter que dans un certain nombre d'États européens, si on veut aller trop vite vers la cible, on aura du mal finalement à l'atteindre. Je prends pour exemple la Bulgarie, et on pourrait en prendre d'autres, mais si on convertit aujourd'hui une centrale à charbon en Bulgarie qui fonctionne en base par une centrale au gaz, certes, on n'est pas au zéro carbone, mais on diminue les émissions de 20%. Et si en parallèle, on aide nos amis bulgares à développer des solutions qui permettront pour cette centrale demain de la faire fonctionner ou au biométhane ou à l'hydrogène, là, on concilie trajectoire. Ça me paraît extrêmement important parce qu'un des enjeux européens aujourd'hui, c'est de ne pas séparer l'Europe par une espèce de muraille verte. Il faut qu'on garde cette unité énergétique à travers la transformation de nos systèmes, avec bien sûr un objectif commun, la neutralité carbone en 2050. Et je pense que vous avez raison de souligner la variété des situations dans les différents pays européens, à la fois, vous l'avez dit, en termes de mix énergétique, mais aussi de situation politique. Et ce qui est acceptable en termes de sensibilité d'opinion dans un pays ne l'est pas forcément dans un autre, et c'est quelque chose à prendre en compte. Alors, vous nous avez, on est un peu dans un raisonnement d'entonnoir. On a commencé avec une perspective globale. On a fait un zoom sur l'Europe et le Green Deal. Qu'en est-il de la France? Qu'est-ce, au moment où notre gouvernement est en train d'essayer de penser l'après-crise, au-delà du déconfinement, au moment où on parle d'une relance économique, au moment où on lance des plans sectoriels, on l'a vu sur l'automobile, on va le voir prochainement sur l'aéronautique, qu'est-ce que le monde de l'énergie est en train d'attendre en France dans les mois qui viennent? Alors, je pense qu'il y a trois priorités pour le domaine des relances, puisqu'on parlait de plan de relance. Hein. Le plan de relance dans le domaine de l'énergie, pour moi, doit avoir trois priorités et deux domaines principaux d'action. Première priorité, sans surprise, la priorité environnementale. Deuxième priorité à prendre en compte, une priorité sociale et sociétale. Jean-Marc, je vais vous taquiner un tout petit instant parce qu'en préparant la conférence, j'ai regardé le plan automobile et j'ai été frappé de voir que le moteur thermique n'était pas si maltraité que ça dans le plan automobile. Est-ce que la composante verte environnementale, à votre avis, sera fortement prise en compte dans les décisions? Je pense qu'elle sera fortement prise en compte dans la décision. Mais là aussi, entre un moteur thermique au diesel et un moteur thermique aujourd'hui au gaz naturel, demain au biométhane ou à l'hydrogène, on a une question de trajectoire. Dans un cas, on n'est pas sur la trajectoire. Dans l'autre cas, on est sur une trajectoire avec des impacts immédiats en termes de réduction d'émissions. Pas simplement de CO2, à peu près 20%, mais aussi d'émissions de particules fines, de NOx, de SOx, qui sont aussi des enjeux environnementaux majeurs. Donc, alors, après, on peut toujours trouver les bouteilles à moitié vides ou à moitié pleines, mais je pense qu'il est important, là aussi, de regarder les choses avec pragmatisme. Nous avons besoin, en matière climatique, de victoires courtes. Nous avons besoin, en matière de pollution d'air, de victoires courtes. Et la combinaison d'ensemble de nos leviers, sans doute l'électricité pour les véhicules légers, dans la limite du réseau, bien sûr, de distribution transportée, pour les véhicules plus lourds, d'autres solutions aujourd'hui disponibles comme le bio-GNL ou le méthane. Demain, peut-être l'hydrogène. Pour les trains, on voit Alstom qui s'est fortement mobilisé et là, il y a aussi une opportunité sur cette innovatrice que l'industrie française soit pionnière dans un certain nombre de solutions. Et la même chose pour les navires. On a effectivement une variété de solutions, un panel de solutions dont il faut tirer tout bénéfice. Et c'est à ce titre-là qu'on intégrera d'ailleurs, à mes yeux, beaucoup mieux cette deuxième priorité que je citais, qui est la priorité sociale et sociétale, dans l'objectif de préserver
et développer des emplois. Et puis, la troisième priorité, c'est bien sûr de limiter l'accès à la dette publique, parce qu'on voit bien que ça va être un sujet important pour l'avenir. Les deux domaines d'action, le premier, c'est bien sûr les économies d'énergie. Et là, il y a énormément à faire pour diminuer les consommations énergétiques. On a un potentiel extrêmement important. Lors de la période de confinement, par exemple, on s'est aperçu que les consommateurs français consommaient à peu près la même chose quand ils étaient chez eux, quand ils étaient au travail. Ce qui veut dire qu'à rebours, on a là un formidable potentiel, grâce par exemple aux outils digitaux, pour optimiser les consommations pendant les périodes où nous travaillons. C'est simplement une illustration. Donc, on a un vrai potentiel en matière d'économie d'énergie sur lequel il faut mettre l'accent, et je ciblerai 3 secteurs tout à l'heure, mais également accélérer encore le développement des solutions renouvelables. Alors, sur les économies d'énergie, je citerai rapidement 3 secteurs. Pendant le confinement, on a eu 80% des chantiers de BTP qui ont été mis à l'arrêt. La PPE prévoit 500 000 rénovations aujourd'hui de logements, rénovations performantes bien sûr. Aujourd'hui, on plafonne à 280 000. On voit bien que là, on a quelque chose, un gisement potentiel extrêmement important pour améliorer l'efficacité énergétique dans ces logements. Comment? Il n'y a pas besoin d'outils nouveaux. On a déjà les outils en main. Il faut simplement les booster et les porter un peu plus. Je pense notamment au contrat de performance énergétique, mais aussi au système de certificat d'économie d'énergie, qui permettent de faire financer des économies d'énergie en dehors de la dette publique. Deuxième opportunité, on a eu des hôpitaux, des établissements d'enseignement supérieur qui ont été extrêmement touchés pendant cette crise. On voit bien la nécessité de les rénover et de leur permettre de demeurer à la pointe dans leur domaine d'action. Là aussi, il faudrait faciliter le recours des collectivités et de l'État à des formes de partenariat qui ne sont pas totalement innovantes, mais qui pourraient l'être un peu plus dans ce secteur pour accélérer ces rénovations et leur permettre justement d'améliorer leur mode de fonctionnement, que ce soit sur les aspects énergétiques, mais aussi sur les aspects digitaux, parce que on parlait ensemble tout à l'heure des évolutions majeures, on voit bien aussi la croissance du nombre de téléconsultations et que les outils digitaux vont être aussi des outils dans le domaine de la santé et dans le domaine de l'enseignement qui vont connaître une évolution extrêmement importante. Pour finir sur ces aspects économie d'énergie, au niveau des villes, on a finalement aujourd'hui assez peu de programmes d'aménagement urbain bas carbone. Ils ne représentent que 10 à 15% aujourd'hui du marché global. De la même manière, on a des outils qui sont extrêmement performants, qui sont les réseaux de chaleur et de froid. Beaucoup plus performants que les usages individuels dans ce domaine. Donc là aussi, l'idée n'est pas d'injecter massivement des subsides, mais plutôt d'utiliser par exemple pleinement les ressources du fonds chaleur, qui ne sont pas totalement utilisées, et aussi, encore une fois, de faciliter et généraliser le recours à différents modèles qui permettent le financement privé des projets, que ce soit par des concessions, des PPP. On a un certain nombre de portefeuilles de solutions. Quand on cumule tout ça, c'est 5 milliards d'euros par an qui pourraient être injectés chaque année dans l'économie locale, et l'ordre de grandeur de 25 000 emplois préservés ou sauvegardés. De l'autre côté, comme je l'ai dit, il faut accélérer les énergies renouvelables, avec comme enjeu d'accélérer le développement des projets, d'abord des projets photovoltaïques et éoliens, pour tout simplement garantir l'atteinte des objectifs de la PPE. On voit qu'on va, je l'ai dit, on part avec un peu de handicap, puisque cette année, un certain nombre de projets sont trouvés mis à l'arrêt par faute de capacité à finaliser les procédures administratives. Une des idées qu'on pourrait élaborer, c'est de dire, finalement, il y a du foncier public aujourd'hui qui pourrait être rendu disponible et alloué
au développement de ces projets, ce qui d'ailleurs faciliterait leur acceptation de manière globale, avec des réglementations autour des procédures d'autorisation simplifiées, bien entendu, tout en s'assurant de l'acceptabilité de ces projets. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais sans doute de revisiter et de retoiletter un peu toutes ces procédures, de manière à ce que les choses soient plus simples pour ceux qui sont pour ces projets, mais aussi peut-être un peu plus simples pour ceux qui s'opposent à ces projets. Ça veut dire, par exemple, aller au-delà des programmes actuels sur l'utilisation des friches industrielles ou des terrains de l'armée? Ben, ça veut dire mieux intégrer ces programmes-là, mieux intégrer et faire ce recensement, effectivement, pour accélérer leur utilisation potentielle comme vecteur de production d'énergie décentralisée. Si je parle maintenant sur la partie plus molécule, après avoir parlé de la partie électron. Sur la partie plus molécule, les gaz verts et l'hydrogène, et on voit ça maintenant, je pense que c'est de mieux en mieux compris, vont constituer un double levier qui va être indispensable pour développer une transition énergétique compétitive. Pourquoi? Parce qu'ils procurent des solutions de flexibilité que les solutions renouvelables ne peuvent pas procurer dans l'état actuel des technologies. Et l'enjeu, à mon sens, c'est de faire émerger là des filières qui puissent peser dans le paysage industriel français, parce qu'elles sont porteuses, ces deux filières, hydrogène et biométhane, gaz vert, de nombreuses externalités positives. Par l'exemple du biométhane, c'est l'archétype de la solution d'économie circulaire. Ça permet à la fois de soutenir l'agriculture durable tout en produisant une énergie verte. Et une des idées que l'on a en tête, c'est de dire si les petits projets devraient rester soutenus par l'État, comme c'est le cas aujourd'hui, vous pouvez imaginer des mécanismes de soutien non budgétaires financés plutôt par les fournisseurs actuels de gaz naturel pour accélérer le développement des nouveaux projets. On a aujourd'hui plus d'1 millier de projets de biométhane dans le pipe, qui représentent 25 TWh de production potentielle. Il faut leur permettre effectivement de se développer et d'émerger. Par ailleurs, une des idées qu'on peut avoir aussi dans le bâtiment neuf, c'est de mieux associer une source d'énergie, une production de biométhane locale, avec un immeuble neuf construit dans les normes de performance environnementale les plus élevées. Ça permettrait de garantir à ces nouvelles habitations une source de gaz vert, donc complètement compatible avec le respect de l'environnement. Ça, c'est un principe qui s'appelle Métaneuf et qui est aujourd'hui porté par GRDF. Vous avez eu la gentillesse de souligner que je n'étais pas totalement étranger non plus à GRDF. Voilà. Pour l'hydrogène, à mes yeux, c'est la clé de voûte de nos systèmes énergétiques de demain. Et l'enjeu pour notre pays, c'est là aussi de faire émerger une véritable filière industrielle. Mais pour faire émerger la filière industrielle, il faut trouver les débouchés de marché, il faut accélérer le développement. Alors, la France ne peut pas faire ça toute seule. Ça passe aussi par la mise en place et la défense par notre pays, la mise en place d'un qu'on appelle des Important Projects of Common European Interest pour mieux prendre en compte l'hydrogène. Et dans notre pays, ça passe aussi par un soutien renforcé à la consommation d'hydrogène renouvelable et ou bas carbone, notamment, comme on le disait tout à l'heure, dans les usages de mobilité lourde. Je pense au train, je pense au bus, je pense au navire. L'innovation est là aussi essentielle. On a une filière, je dirais, d'excellence à travers nos écoles d'ingénieurs pour essayer d'améliorer le rendement des électrolyseurs, pour développer de nouvelles piles à combustible encore plus performantes, ou aussi pour développer des nouvelles technologies de production comme les plasmas qui permettent effectivement de produire de l'hydrogène à partir de gaz naturel en séparant le carbone de l'hydrogène. Et un des pionniers de ces technologies, ça a été le laboratoire des mines. Donc on a un tissu en France, à la fois académique et de recherche, qui doit nous permettre de saisir ces opportunités et d'en faire des atouts pour
pour notre compétitivité de demain. Globalement, si on regarde le développement de ces technologies, on peut estimer que c'est entre 20 et 30 000 emplois qui pourraient être créés rapidement au sein même, là aussi, des territoires. Peut-être si vous avez d'autres questions, sinon il est peut-être temps de conclure, à l'heure qui tourne. Alors, effectivement, on a toute une série de questions qui apparaissent. On ne prête que riche, et donc il y a des questions sur le gaz. Et des questions qui tournent en particulier autour du gaz vert. Quelle proportion du gaz français du gaz qui est utilisé en France aujourd'hui peut devenir vert et donc renouvelable? Quelles décisions cela implique-t-il? Et aussi une suggestion pour donner quelques ordres de grandeur pour les personnes qui ne sont pas forcément spécialistes de la question sur le biométhane et sur qu'est-ce que ça représente comme potentiel et comme enjeu aujourd'hui, par exemple. D'accord. Vous voulez qu'on les traite une par une ou que le… Comme vous voulez. Il y a des questions sur l'hydrogène, et ce n'est pas surprenant, c'est un sujet intéressant et pas facile. Quelles sont les perspectives sur l'hydrogène? Est-ce qu'elles sont indissociables de la croissance des énergies renouvelables qui permettraient de fabriquer de l'hydrogène à des coûts extrêmement bas? Et aussi des questions qui disent sur les nouvelles technologies de l'hydrogène et sur les nouvelles technologies en général, quel est le délai? Est-ce que ça va arriver suffisamment vite pour nous permettre de relever les défis de la transition énergétique? Est-ce qu'on peut se permettre d'attendre? D'accord. Et une troisième question, et puis après je vais vous redonner la parole. Une question intéressante sur le charbon. Ça fait allusion à ce que vous avez pu dire sur certains pays est européens, mais je pense que ça s'étend dans la plupart des pays émergents. Aujourd'hui, pour des raisons de coût évidentes, ces pays sont tentés d'investir dans des centrales à charbon. La Chine reste un exemple, l'Inde est certainement un exemple, il y en a beaucoup d'autres. Ils sont en train donc de se doter de centrales à charbon nouvelles, pas forcément les plus performantes parce que les supercritiques, ce n'est pas forcément les moins chers. On risque donc de se retrouver avec des pays émergents qui ont un parc moderne, de centrales à charbon et qui seront donc peu incités à évoluer. Est-ce qu'il y a les moyens de prévenir ça? D'accord. Waouh, quel tour d'horizon. Alors, sur les gaz verts, je pense que la meilleure vision qu'on peut avoir, c'est celle que nous avait donnée l'ADEME, je crois, il y a bientôt 1 an et demi, sur le potentiel de gaz vert. D'abord, quand on se projette à l'horizon 2050, il faut d'abord en base intégrer les économies d'énergie. On consommera moins d'énergie en 2050 qu'on en consomme aujourd'hui. Ça sera vrai, sans doute pour le gaz, ça sera aussi vrai pour l'électricité, dans une mesure moindre, puisque on considère que les usages de l'électricité, notamment à l'échelle européenne, qui représentent aujourd'hui à peu près 23% du mix énergétique européen, pourrait monter jusqu'à un peu plus de 40% dans ces horizons-là, à des conditions économiques acceptables pour le consommateur. Parce que derrière la connexion électrique, il y a tout un système à mettre en place. Il est extrêmement important, pas simplement de raisonner en volume, mais aussi de raisonner en capacité, c'est-à-dire en pointe. Il faut trouver les conditions économiques pour faire fonctionner de l'ADEME, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que, grosso modo, les consommations de gaz pourraient être aux alentours de 300 TWh en 2050, dont à peu près 120 pourraient être du biométhane. Je pense que c'est de l'ordre de 40 à 50 pourraient être ce qu'on appelle du méthane synthétique, c'est-à-dire du gaz de synthèse obtenu par pyrogasification d'un certain nombre de déchets. C'est une technologie qui est en train d'être testée, extrêmement prometteuse, notamment si on a cette vision, pas simplement de la production d'énergie, mais aussi de traitement de déchets. Et le reste serait globalement de l'hydrogène. Donc,
nous sommes en train de nous préparer au niveau des infrastructures gazières à cet événement. Vous avez sans doute vu hier que GRT Gaz et Kreos, le transporteur luxembourgeois, même si en l'occurrence là c'est Kreos Allemagne, leur filiale allemande, vont convertir 2 tuyaux gaz en canalisation susceptible, capable de transporter de l'hydrogène pour assurer une connexion entre la France et l'Allemagne. Donc, on n'est pas dans la science-fiction, on est dans une réalité industrielle d'aujourd'hui qui vise à réduire les coûts de la transition énergétique en utilisant au mieux les qualités de chacun des vecteurs énergétiques. Je pense avoir répondu à peu près sur le potentiel. Bon, on a un potentiel à court terme aujourd'hui. Alors, on reste encore dans des marges de production modestes, puisqu'on est entre 2 et 3 TWh de production, mais cette capacité de production de biométhane double à peu près tous les ans. Et comme je le disais, on a aujourd'hui plus de 1000 projets qui sont dans la file d'attente et qui nous rendent extrêmement optimistes sur notre capacité à atteindre les 40 TWh prévus à l'horizon 2030 de par la loi. Et l'exemple de l'Allemagne incite à être optimiste en la matière. Alors, l'exemple de l'Allemagne, l'Allemagne a fait des choix, notamment de cultures dédiées. Donc, alors, ça facilite effectivement les technologies, puisque ça permet d'avoir des types. Ça n'est pas, à mon sens, le choix que nous devons faire. D'accord. Voilà. Parce que je pense que d'un point de vue de responsabilité sociale et environnementale, geler des terres pour produire de l'énergie est quelque chose qui peut poser un certain nombre de questions. Par contre, il y a des moyens de concevoir, et on travaille toute la filière agricole, notamment dans toute la filière biométhane, notamment dans le cadre du CSF, travaille avec la filière agricole sur ce sujet, notamment avec des associations comme SEA ou l'Association des agriculteurs méthaniers de France, pour valoriser ce qu'on appelle les cultures intermédiaires. Quand on se promène à la campagne dans certaines périodes, on voit que les terres sont nues. Elles sont soumises à la pluie et finalement, elles ne s'enrichissent pas pendant cette période, elles ont plutôt tendance à s'appauvrir. Il y a ce qu'on appelle les cultures intermédiaires à vocation énergétique, les CIV, rien à voir avec ce qui se passe dans la Gironde et d'autres sujets. Mais les CIV qui permettent d'utiliser ces sols et de rentabiliser leur utilisation et qui permettent de fixer un certain nombre d'organismes comme l'azote et le carbone, notamment, et donc le carbone est aussi un engrais, à travers les racines de ces plantes. Donc, ça évite à la fois une forme d'érosion des sols, et ça permet effectivement de le fixer. Donc, il y a, mettons-nous autour de la table, quand on travaille ensemble en décloisonnant pas simplement le secteur énergétique, mais l'ensemble du secteur industriel, il y a effectivement des optimismes à faire. Il y a eu un groupe de travail, la Creux s'est penché sur le sujet, et a considéré que les externalités positives du méthane, dont certaines restent effectivement à valoriser et conserver, pourraient aller sur une fourchette de l'ordre de 40 € par mégawattheure à 65 € par mégawattheure. Donc, on est là sur des éléments de création de valeur qui sont extrêmement importants. Deuxième question que vous m'avez posée, c'est l'hydrogène. Il faut massifier l'hydrogène. Il faut qu'on passe de projets qui font une dizaine de mégawatts aux gigawatts, c'est-à-dire à ce qu'on appelle entre nous les gigafactories. C'est la condition nécessaire pour réduire de façon massive les coûts des électrolyseurs et aussi pour améliorer, je dirais, la performance de ceux-ci. Donc, avec cette mise à l'échelle, on va massivement accroître la compétitivité de cet hydrogène vert par rapport aux autres sources d'hydrogène et ainsi lui donner toute sa place dans le paysage énergétique. Bien sûr, il faut trouver des sources de production et avec. Et on va observer des couplages entre le développement de solutions renouvelables électriques et le développement de production d'hydrogène.
notamment, par exemple, à travers un certain nombre de projets comme celui qui existe en mer du Nord hollandaise, où un certain nombre d'entreprises, Gasunie et aussi Engie, d'ailleurs, sont associées là-dessus, visent à développer de l'éolien offshore pour produire massivement de l'hydrogène et le stocker dans des cavités salines et l'acheminer vers un certain nombre de marchés, notamment du Nord. Donc, je suis très optimiste sur le fait que si on sait passer à cette échelle, on pourra aussi d'ailleurs se poser des questions sur les sources de production. Quand on produit des électrolyseurs avec un ordre de grandeur qui est le gigawatt, ça change et ça transforme quelque peu l'équation économique de la production. Donc, une partie de la question sur l'hydrogène, et pas seulement sur l'hydrogène, mais en particulier sur l'hydrogène, c'est est-ce que les technologies viendront assez vite pour changer la donne? Il y avait un souci sur le calendrier. Alors, sur le calendrier, l'Europe aussi a stimulé ça. Hein. On a aujourd'hui 7 grands projets européens du type de la Gigafactory identifiés et en passe d'être développés avec des délais de mise en place. Alors, ça sera progressif. On n'ira pas, certainement nous n'irons pas tout de suite vers le gigawatt, mais on a déjà des projets qui sont en cours de développement. On n'est pas dans la science-fiction, on n'est pas dans l'après 2040, on est sur la fin de cette décennie, la deuxième moitié de cette décennie, et pour préparer des solutions encore plus massives pour les années 2030. Et en matière de technologie, on a un certain nombre de leaders industriels qui travaillent sur ces sujets. Alors, je pense notamment au CEA, je pense on a parlé du laboratoire des mines pour les plasmas. On a aussi un certain nombre de laboratoires qui travaillent pour optimiser les électrolyseurs, pour optimiser les électrolytes à l'intérieur de ces électrolyseurs, pour les électrodes, etc. Il y a tout un champ de recherche extrêmement important. D'accord. La dernière question, c'était sur le charbon. Alors, évidemment, effectivement, hein, aujourd'hui, vous l'avez mentionné, la Chine est en train de construire, je crois que c'est 148 mégawatts pardon, de centrales au charbon. Et l'Inde aussi dans les mêmes ordres de grandeur. Et l'Inde dans les mêmes ordres de grandeur. C'est justement un des enjeux. Et, alors, c'est à la fois un risque, comme vous l'avez souligné, et c'est aussi une opportunité. Si nous arrivons à faire des avancées qui montrent que les technologies alternatives peuvent être compétitives et elles doivent l'être pour assurer la survie industrielle de l'Europe, donc on n'a pas le choix que d'arriver à le démontrer, et on va arriver à le démontrer, elles seront exportables, ces technologies. Et effectivement, il n'y a pas une fatalité à ce type de développement. Alors évidemment, aujourd'hui, le bas prix du charbon est un élément de compétitivité aussi. Hein. Mais là aussi, qui dit bas prix dit revenu à la production plus faible. Donc, on peut imaginer aussi assister sur un certain nombre d'énergies qui aujourd'hui sont peu chères à des survenus de cycle qui font que les signaux de prix évolueront. Et puis par ailleurs, il y a un autre signal prix sur lequel il faut que l'on travaille sur cet aspect diplomatique du Green Deal, c'est le prix du CO2, le prix du carbone. Parce qu'effectivement, comparer des solutions, si on ne prend en compte le prix du carbone ou pas, on n'a pas tout à fait le même merit order dans les solutions. Et je rappelle que oui, pardon. Pardon, allez, je vous en prie. Non, je rappelle que la Chine a aussi quelques sujets de qualité de l'air. Puisque vous parlez de prix, c'est toujours difficile de se prononcer sur les prix, mais quelle est votre perception de où on en est aujourd'hui dans le cycle des prix? On a vu des prix du pétrole négatifs, on a vu des prix du gaz extrêmement bas, on a vu des prix du CO2 sur le marché européen qui sont très bas.
Est-ce que c'est le new normal et est-ce qu'il faut qu'on apprenne à vivre avec ça? Est-ce qu'on est en bas de cycle et qu'on va vers un redressement? Quel est votre sentiment? Parce que c'est toujours difficile d'aller plus loin, mais votre sentiment sur la situation sur le cycle des prix? Alors, en matière pétrolière, d'abord, la crise pétrolière, si je peux dire à l'envers, a commencé bien avant le coronavirus. Oui, tout à fait. Bon. Et on a vu, après l'espèce de valse à trois entre nos amis américains, nos amis russes, nos amis saoudiens, que les choses étaient revenues, j'allais dire, dans les, dans les, dans les pratiques un peu anciennes et que il y avait un engagement de la part de l'OPEP et des pays non OPEP qui étaient jusqu'à présent non associés à cette initiative, qui se sont joints à cette initiative pour assurer une remontée des prix. Il y a aussi une autre réalité, de toute manière, c'est que quand on regarde ce qui se passe en matière de forage aux États-Unis, on s'aperçoit que les forages, au prix où était le pétrole, avaient dramatiquement diminué et qu'un certain nombre de sociétés étaient aussi en difficulté et avaient du mal à mobiliser les fonds pour assurer. Donc, on a une espèce de régulation par le marché, simplement, qui fait que à ces niveaux de prix, et je ne parle pas des prix négatifs qui étaient un épiphénomène lié à des capacités de stockage surabondantes, enfin, pas capacités de stockage surabondantes, mais saturées, pardon, on est sans doute sur un effet. Allô? Je suis toujours là. Oui, pardon. Non, toujours. Voilà, un effet de prix qui ont plutôt sans doute une tendance haussière dans les mois suivants. D'accord. On a quelques questions sur les nouvelles, sur les énergies renouvelables. Une question qui pose la question de l'impact global du solaire et de l'éolien sur les gaz à effet de serre. Et la question dit en gros, si on mesure depuis From Well to Womb l'intégralité du cycle, est-ce qu'on est réellement sûr que le solaire et l'éolien contribuent à la réduction des effets de serre? On a aussi une question qui vient de tomber sur oui, pourquoi est-ce que l'offshore éolien est aussi en retard en France? Alors, sur la première question est extrêmement intéressante et importante, mais elle nous emmènerait assez loin parce que là, on va parler. Ce sont des questions d'analyse de cycle de vie. On n'a pas entendu la fin de votre phrase. Ce sont des questions liées aux analyses des cycles de vie qui Oui, dépendent des émissions liées à la production d'un certain nombre de matières premières, d'éléments constitutifs. Et c'est d'ailleurs un enjeu, je rejoins. La personne qui intervient avec son iPhone. C'est bon, j'ai coupé, Denis. C'est d'ailleurs un des enjeux, j'allais dire, comment dirais-je, c'est un des enjeux des innovations technologiques. C'est toujours d'essayer de réduire l'empreinte carbone de quelque solution qu'elle soit. Mais d'une manière assez globale, il est, j'allais dire, bien établi que ces solutions sont favorables au développement, d'une économie bas carbone. Est-ce qu'il y a des progrès à faire? Il y a encore des progrès à faire pour diminuer, évidemment, leur empreinte. Même une voiture électrique, si je puis dire, nécessite un peu de carbone pour faire le métal. Voire des batteries. Voire des batteries, qui posent la question, effectivement, depuis des piles à combustible. Mais je ne veux pas trop rentrer dans les débats technologiques, mais on est effectivement, on a des éventails de technologies sur lesquels nos chercheurs aujourd'hui travaillent en France et en Europe, et je suis à peu près convaincu qu'on va continuer à minimiser cette empreinte carbone qui est déjà extrêmement faible.
La deuxième question, c'est pourquoi l'éolien offshore est en retard. J'allais dire, c'est une question compliquée parce que l'éolien offshore dépend de procédures d'appel d'offres et ces procédures d'appel d'offres sont lancées par l'État. Je pense, donc, j'ai du mal à commenter les décisions de l'État pour des raisons que vous comprendrez aisément. Par contre, ce qui me paraît important, c'est qu'on puisse, dans le cadre des plans de relance, relancer l'éolien offshore parce que effectivement, nous sommes extrêmement en retard par rapport à un certain nombre de pays comme les Pays-Bas, comme le Danemark ou comme l'Allemagne. Et c'est aussi un enjeu industriel pour nos industries. Des questions sur ce qui était le deuxième volet de votre intervention, qui était l'Europe. Premièrement, comment pourrait se matérialiser l'action de l'Europe? Est-ce qu'on va vers de nouvelles directives? Est-ce qu'on va vers des recommandations qui seront déclinées par les pays? Est-ce qu'on va vers des interventions directes? Et la deuxième question qui remonte, c'est est-ce que la Commission a les moyens de faire adopter ce genre de décision? On a vu on voit aujourd'hui les lignes de fracture pour faire adopter le plan d'investissement. Est-ce qu'on va voir ces mêmes lignes de fracture et est-ce que dans la diversité que vous avez soulignée à raison, à mon avis, sur la situation des différents pays européens, est-ce qu'on peut aboutir à un consensus? J'ai bon espoir, mais alors, vous avez parfaitement raison d'abord sur le premier point, c'est que les annonces de Mme von der Leyen ne constituent pas des décisions. Ça doit ensuite être négocié au niveau du Conseil et débattu devant le Parlement. Donc, évidemment, il y aura un certain nombre de changements ou d'inflexions. Mais quand j'étudie, et j'ai fait ça ce matin, les différentes réactions à ces annonces, qui sont très équilibrées. J'ai parlé des 750 millions d'euros. J'allais dire qu'il y a un signal fort, 500 millions d'euros de subventions. Et là, on est plus sur le projet franco-allemand. Et puis, il y a un autre volet, les 250 millions d'euros par des emprunts, etc., qui correspondent plus à un signal donné à ce qu'on appelle les pays frugaux, terminologie européenne. Tout à fait. Je pense qu'il est essentiel que l'on comprenne que nous avons des économies européennes interdépendantes et qu'il est aussi essentiel en termes de débouchés pour un certain nombre de marchés que ces débouchés existent. On l'a vu à travers la crise grecque, on a pu mesurer les conséquences de la difficulté d'un pays en termes de débouchés sur les marchés. Là, on est sur une crise qui dépasse par son ampleur complètement la crise grecque et qui sépare quelque part, en gros, les pays du Nord, c'est fortement touché, et les pays du Sud. Mais les pays du Sud achètent les produits par les pays du Nord. Et cette connexion de bon sens, hein, je n'ai pas l'impression de révéler des vérités, enfin j'ai un peu l'impression de vous donner des vérités premières, mais ce bon sens-là me rend extrêmement optimiste et j'allais dire que je vois les premières raisons d'être optimiste à travers ces signaux. Alors après, bien sûr, il y a toujours, vous savez, la beauté maintenant de tout ce qui est annoncé, c'est qui que ce soit qui annonce un chiffre, vous avez toujours quelques personnes qui trouvent que c'est trop et d'autres trouvent que ce n'est pas assez. Et l'important, c'est est-ce qu'on a là les fondements d'un équilibre à l'échelle de l'Europe? Franchement, j'en suis convaincu. Et je répète, ce plan est vertigineux par l'ampleur. On parle de trillions d'euros. Je veux dire, on a un côté vertigineux quand même. Tout à fait. Et donc, si on sait transformer cet investissement en investissement pour l'avenir, en plus, nous aurons gagné en termes de transformation de l'ensemble des sociétés européennes. Pour respecter l'agenda, sauf s'il y a une dernière question pressante, on va remercier notre interlocuteur et invité Jean-Marc. Est-ce que Bernard Elgoul, qui est le président, qui est le représentant des alumni, qui nous fait l'amitié d'apparaître au début, est encore là? Est-ce qu'il veut dire un mot?
Je crois qu'il n'est pas là, Denis. Bon, alors je vais parler en son nom et au nom de tous les présents pour remercier Jean-Marc de s'être libéré de ses idées, de ses perspectives et dire que c'est des choses qui vont nous permettre un peu de baliser les informations qu'on va recevoir, en particulier, je pense, à les messages du gouvernement, mais aussi de la Commission européenne dans les semaines et les mois qui viennent. Merci beaucoup, Jean-Marc. Très bonne soirée. Et c'était un grand plaisir de vous avoir avec nous. Plaisir partagé. Merci à vous toutes et tous qui ont eu la patience, et 44 qui ont eu la patience de rester. Merci à vous. À très bientôt. Bonne soirée. Merci.